Il y a près d'un an, Emma Brard, la directrice de la communication d'XPO, que j'avais eu le très grand plaisir d'accueillir dans le décodeur, me propose de m'interviewer. Je trouve l'idée fort sympathique, mais un petit peu étonnante car je vais vous l'avouer, j'ai rarement l'habitude de parler de moi. Et puis, avec les 5 ans du décodeur de la communication, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal que vous, chères auditrices et auditeurs, appreniez, peut-être, à un peu mieux me connaître. J'ai toujours dit que je ne suis pas très fan des solos micros, je trouve ça plutôt pénible. Et là, avec Emma, qui est une excellente intervieweuse au passage, j'ai réussi à en dire plus sur qui je suis. On va parler de mes débuts dans la communication, par le plus grand des hasards et grâce à une histoire de batterie, mon parcours, le lancement de Maverick, le lancement évidemment du podcast, et puis tous les gens qui sont rencontrés. On va même parler de doutes, de réussite, de courage, bref. Cet épisode, pour une fois, c'est non pas mes invités qui passent sur le grill, mais moi, Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Un très grand merci à Emma Brard, je le répète, directrice de la communication de la société XPO Logistics. Et très sincèrement, je vous souhaite une très bonne écoute en ma compagnie, pour une fois. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Hello Laurent. Salut Emma, comment ça va ? Mais bien, et toi ? Écoute, ça va, je suis un petit peu dans mes petits souliers, parce que j'ai en général l'habitude de poser les questions. Ouais. Et là, c'est toi la bosse. Bah, c'est moi la bosse, et en fait, je me disais que personne ne te connaissait parfaitement, et que notamment les auditeurs de ton podcast ne savaient pas forcément qui tu étais. Or, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, à la fois sur toi, ton parcours, ta vision de la communication, parce que tu passes ton temps à interroger d'autres personnes, mais en fait, ce serait pas mal qu'on parle un peu de toi quand même. Eh bien écoute, avec grand plaisir, mais je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ça m'étonnerait. Je te connais un petit peu quand même, pas trop, mais un petit peu quand même. Raconte-nous comment t'es arrivé à faire de la communication. La grande passion de ma vie, c'est la musique, comme tu le sais, Oui. comme toi aussi, entre autres. Et j'ai travaillé en maison de disques après avoir fait mon école de commerce et avoir fait le crétin en treillis, non loin d'ici, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes chez Maxim's, tu sais. Mais non, pas Maxim's, mais Maxime. Ton époux, que l'on salue. Et un jour, je m'ennuie royalement dans l'industrie du disque, j'en ai marre d'avoir des artistes pénibles. Et à l'époque, quand on cherchait un emploi, on regardait pas nécessairement les job boards qui venaient d'arriver, mais on ouvrait plutôt un canard comme le Figaro, et je vois une annonce anonyme, donc qui ne dit pas le nom de l'entreprise, qui dit « Agence de communication, recherche commerciale ». Je réponds, quelques jours après, ça sonne sur mon téléphone mobile, et là, j'entends quelqu'un qui me dit « Oui, bonjour, nous sommes une agence du groupe Publicis, nous sommes intéressés par votre profil ». Je passe un premier entretien, c'est dans le 9e arrondissement, c'est devenu une crèche maintenant, donc c'est absolument génial. Métro Cadet, l'agence s'appelait Media System et faisait de la marque employeur. Mais oui. Et figure-toi que je passe un premier entretien qui est un entretien mais extrêmement rapide. On me dit, bon, il faut que vous ayez au 5e étage. Je dis, mais je ne suis pas chez moi, monsieur. On m'accompagne, je suis reçu par un type qui est sous les combles, ce sera mon futur bureau. Et le mec, il me reçoit à peu près 5 minutes, il me dit « Ah ben finalement ça me va bien. Vous allez discuter avec la personne qui est juste en dessous. » Très bien. Et donc je suis reçu par Bruno Van Overvelde, qui a été mon premier grand manager dans ma vie, un des deux. Et on discute pendant 1 heure. Mais il me dit « Bah écoutez, c'est cool, ça me va, on va vous rappeler dans quelques jours. » J'y crois moyennos. Je vais sur un salon commercial, je reçois l'appel d'une femme qui me dit « Oui, Serge, je voudrais vous voir. » Je dis « Mais qui est Serge ?» Et elle me dit « Mais Serge, le patron de Media System. » Le matin, à 9h, je crois, ce qui est extrêmement tôt pour moi qui viens du monde de la musique, je suis reçu par Serge, et le mec, il me pose des questions de tueur en série. Et je galère, mais comme un chien. Mais vraiment comme un chien, il n'y a pas d'autre terme. Et puis à un moment, il regarde mon CV, et lui qui me vous voyez, il me dit « Tiens, toi aussi, tu joues de la batterie ?» D'accord. Et je dis « Oui ». Il me dit « Tu sais que moi aussi, j'ai joué de la batterie, j'ai même enregistré, pardon pour les plus jeunes, un 45 tours. » Oui, je veux bien. Et là, il me dit « Tu connais Muse ?» Je dis « Oui ». Je dis « Mais comment vous connaissez Muse, monsieur ?» À l'époque, j'avais 27 ans. Il me dit « Ah, j'adore ». Et puis, il me parle de ça. Et en fait, à force de discussion, on repart sur le business. Et il me dit « Je te verrais bien travailler chez nous, Laurent ». Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la communication par le plus grand des hasards. Et ça fait 26 ans bientôt.
Mais vous avez parlé communication ou pas pendant tes entretiens? Non, on a parlé commerce parce que je suis rentré en tant que chargé de développement, c'est-à-dire le type qui fait le newbies, comme on dit. C'est-à-dire celui qui va chercher les clients. Ça m'allait parfaitement. Je connaissais rien à la communication. J'avais fait du marketing parce que je suis diplômé d'une école de commerce, le SCRN qu'on appelle aujourd'hui Rennes School of Business. Mais la communication et moi, ça faisait deux, tu vois, je savais pas trop ce que c'était. Et au final, je me suis éclaté pendant 2 ans dans cette agence qui était une agence extrêmement dure. C'est une agence publiciste qui cartonnait. Oui. Et c'était très, 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 très hardcore. Pourquoi c'était hardcore? Tous les gens qui sont passés par cette agence Media System l'ont toutes et tous dit, c'était super dur. Mais par contre, très formateur. Aucun regret d'être passé par là, mais 2 années... On suffit. Ouais, ça suffisait amplement. C'est la pression du résultat, en fait. Non, la pression du résultat m'a jamais gêné. Et chez Maverick, je te la fais encore plus courte. Tu vois, c'est pas Publicis derrière. Donc la vraie pression du résultat, je l'ai maintenant. Ouais. Mais très honnêtement, c'était une ambiance extrêmement dure. On avait de la chance, nous. On était les développeurs, donc ceux qui allaient chercher le newbies, donc les commerciaux, les vrais, celui qui allait chercher les nouveaux clients. On était sous les combles, là où j'ai été reçu la première fois. Et on nous foutait une paix royale. Mais quand tu étais dans l'open space, l'un des 2 open space, c'était... infernal, t'avais un brouhaha, c'était pas très agréable, mais j'ai rencontré des gens absolument formidables, dont Bruno Van Overvelde, qui est reparti dans le recrutement, parce que on faisait de la marque employeur, donc de la communication RH. C'est pas à toi que je vais apprendre ce que c'est. Et voilà, donc c'était très formateur, et puis je suis encore en contact avec 2 personnes, une dont je suis très proche, qui s'appelle aussi Laurent Champion, que je salue, et puis Sophie Galligaris, qui est encore dans la communication RH, la pauvre. Je lui souhaite bien du courage, Sophie. On l'embrasse. Et après? Ils m'ont fait un chèque, je suis parti et je suis allé travailler dans le web. D'accord. C'est les agences web. Alors nous sommes en 2001, donc il y a beaucoup de gens qui ont moins de 20 ans qui ne savent pas ce que c'est. Mais en septembre 2001, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Il y a eu des tours qui se sont effondrés. Et j'ai commencé dans cette agence web genre le 20 septembre 2001. L'agence s'appelait Fisystem. C'était une agence qui était valorisée en francs à l'époque, 6 milliards de francs. C'était la Web Agency. C'était l'agence qui avait inventé le web, la communication web en France. C'était l'agence où il fallait être. Je suis embauché. En tant que commercial? Oui, toujours en tant que mec qui fait du newbies. Et là, au bout de 2 mois, ils disent, bon ben voilà, on va virer la moitié des effectifs. Et moi, je me dis, je vais me faire virer, donc je vais voir la fille des ressources humaines. Je dis, Mireille, je reste ou pas? Ah oui, tu restes, hein. On garde tous les commerciaux, mais même en période d'essai, oui. Tu te doutes bien, Emma, que je n'ai strictement rien branlé pendant 3 mois. Ouais. Et on jouait au football dans les locaux. C'est absolument incroyable. Et j'ai rencontré des gens avec lesquels je suis toujours en contact, comme mon pote Emmanuel Masseron, qui est maintenant chez Orange et qui est un des grands à la communication. C'est lui qui gère tous les achats d'espace d'Orange, au passage. Et on s'est rencontrés là-bas et c'était la fin de la folie du web de la fin des années 90. Et nous, on s'est pris vraiment la gueule de bois. Mais on a sincèrement beaucoup ri. Puis après, je suis retourné dans une agence de marque employeur en 2002, monté par un ancien de Publicis, de là où j'avais été. J'ai travaillé 2 ans. La crise a fait que malheureusement, j'étais licencié éco. Je suis allé travailler 4 ans dans une agence de communication B2B. Toujours en tant que commercial? Ouais, moi j'ai toujours fait du conseil. Moi, je considère que la communication, c'est de la vente, hein, ni plus ni moins. Oui, mais en fait, à quel moment t'es devenu celui qui crée vraiment et qui conçoit? Alors, je l'ai fait parce que justement, dans cette agence de marque employeur, j'ai employé le terme, où je suis revenu, qui avait été monté par un ancien de Publicis, là où j'étais auparavant, il n'y avait plus de créa à un moment. D'accord. Donc, c'était quand même un petit peu ennuyeux. Donc, j'ai appris sur le tas Quark Express à l'époque. C'était même pas InDesign, t'imagines? Oui, j'ai connu. Tu as connu. Félicitations. Donc, tu as 19 ans. Félicitations. Oui, voilà. Et au final... je me suis éclaté à faire ça. J'écrivais déjà depuis longtemps. Voilà. Non mais alors, excuse-moi, je t'interromps, mais ça m'amuse quand tu dis que tu étais commercial et que tu n'avais pas envisagé la communication, mais je vois un peu comment tu écris. Je pense que c'est pas venu sur le tard. Tu viens de dire que tu écrivais déjà avant. Donc pourquoi tu n'as pas tout de suite été dans la création? La création, j'avais pas envie d'en faire. Je trouvais ce que j'avais vu chez Publicis, j'avais absolument détesté. Ils nous traitaient avec beaucoup de mépris. Et donc très peu pour moi. Et puis à un moment, quand t'as plus de créatif dans une agence, c'est quand même un petit peu embêtant. Il fallait quand même bien ramener des clients. C'est ce que j'étais censé faire initialement. Donc j'écrivais. Quand tu fais de la communication RH, tu es obligé de savoir écrire quoi qu'il advienne pour rédiger une annonce. Et j'ai toujours adoré ça, écrire. Mais le vrai truc, c'est que moi je viens du commerce. Et c'est ce que j'aime dans la vie. D'accord. Tout simplement. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. D'accord. Et donc ensuite, épisode suivant, je vais dans cette agence B2B
Je rencontre Philippe, qui est le plus grand créatif que j'ai jamais rencontré dans ma vie, ainsi que François Xavier, qu'on appelait Xavier, qui sont deux types absolument formidables. Je suis toujours en contact avec Philippe, puis on a aussi des acquaintances très personnelles depuis 20 ans, philosophiques et autres. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai même fait de la musique, Philippe. D'accord. Il est guitariste. Il est meilleur directeur artistique que guitariste. Il m'en voudra pas. Mais voilà. Et puis après, je suis retourné chez Frégate, cette fameuse agence de marque employeur fondée par un ancien de Mediasystem, donc depuis B6. J'y suis resté 2 ans, j'ai développé tout ce qui était communication B2B et corporate. Et puis à un moment, tu as la crise des subprimes de 2008 qui fait que malheureusement, tout ça se casse la figure. Et là, je me dis, il est temps de monter ma boîte. T'es fait pour ça, mon Lolo. Et en février 2010, je monte Maverick après 1 an de tergiversation. Et ma mère, qui a été ma première salariée chez Maverick et qui est malheureusement décédée depuis bientôt 10 ans, me dit: Lolo, si tu me parles encore de monter ta boîte, ça faisait 1 an que je la tenais avec ça, je te jure, ça va mal se passer. J'ai monté la boîte en 2 semaines. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour toi, elle? Ma mère, elle faisait la compta? Oh non, tu plaisantes. Il n'y en avait pas? Il y a toujours eu de la compta, mais ma mère, elle nous servait on va dire de Candide. Si elle comprenait pas ce qu'on faisait, c'était l'occasion rêvée de retravailler la copie, tout simplement. D'accord. Et alors, donc les débuts de Maverick, c'était comment? Les débuts sont toujours très sympas, tu sais, c'est comme les débuts d'une aventure ou d'une histoire amoureuse. C'était super cool. Au bout de 4 ans, ça commence à chier dans la colle, avec des difficultés financières. C'est là que tu t'aperçois si oui ou non tu es fait pour ça. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui se lancent, qui se voient entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est un mec qui crée de la richesse. Créer de la richesse, c'est pas devenir le plus riche du cimetière, c'est créer des emplois. C'est la plus belle des responsabilités, hormis le fait d'avoir des enfants, bien entendu. Donc, c'était ça que j'aimais. Mais quand t'as des galères, c'est là que tu vois si t'es oui ou non fait pour être chef d'entreprise. Bon, a priori, tu l'es, puisque ça fait 15 ans maintenant. Oui, ça fait 15 ans, oui. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Là, je suis dans une très belle période depuis 3 ans, pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Et qu'est-ce qui fait que tu as toujours envie de continuer? Écoute, j'ai 53 balais, je viens d'un milieu où on n'avait pas de thunes. Si je veux un jour avoir de quoi léguer à mon héritière Alice, mon bébé d'amour, quelque chose, j'ai pas le choix. D'accord. Et sincèrement, être le patron, ça m'a toujours fait kiffer. J'ai toujours aimé ça. C'est aussi simple que ça. Je suis fait pour ça. Et ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, mais ça je le dis toujours, je me rappelle jamais, depuis 25 ans, depuis que je bosse dans la communication, je me rappelle jamais de plus de 3 entreprises ou marques avec lesquelles je bosse. Je suis incapable de te dire. Je crois que je suis resté capé à 3. Par contre, je me suis toujours souvenu des prénoms des enfants de mes clients. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, le seul truc qui est intéressant, je trouve, dans la vie, c'est rencontrer du monde. Mais on est bien d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent pour toi? Alors, on est 7 chez Maverick. D'accord. Donc, il y a 6 salariés. Je suis ce qu'on appelle un TNS, un travailleur non salarié. Et puis, il y a aussi tout un pool de freelance qui sont toujours les mêmes depuis très, très, très longtemps, parce que je suis quelqu'un d'aussi feignant que de fidèle. D'accord, pas mal. Et alors, le podcast, à quel moment il est arrivé et pourquoi? En mars 2020, nous sommes tous confinés. Je fais transférer à l'époque la ligne du standard du bureau chez moi. Je reçois quelques appels, mais surtout au premier déconfinement, j'ai plein de gamins qui appellent pour trouver une alternance ou un stage. C'est compliqué, je discute avec certains d'entre eux et je m'aperçois en fait que la plupart des gamins qui appellent, qui sont en BTS ou en petites écoles, je suis désolé pour le petit devant école, mais c'est ainsi, les gosses ils savent pas du tout ce dont ils retournent. Ils ont aucune idée. Ils ont en tête l'événementiel, le secteur du luxe et le métier de graphiste. Les réseaux sociaux. Alors pas tant digital, que ça. Non, pas tant que ça, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'eux ils avaient en tête l'histoire de graphiste. Mais je demandais toujours, est-ce que vous avez un compte Facebook, vous qui voulez éventuellement faire des réseaux sociaux? Ah ben non. Ah bon? D'accord. Ouais. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal de discuter avec certains d'entre eux, je leur ai donné des conseils, mais ce serait bien que d'autres le fassent à ma place, et puis moi j'allais pas tenir sur je ne sais combien d'épisodes comme aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais interviewer des gens. J'ai demandé à mon pote Christophe Levaillant, puis une autre copine, une ancienne collègue, et puis après j'ai recontacté une ancienne cliente, et puis après la 4e personne était quelqu'un que je ne connaissais ni David Adam. Et c'était Marion Ramassamy, qui était directrice adjointe de la communication chez Biocop. Et je me suis dit, en fait, je peux parler à quelqu'un que je connais pas. Et c'est ça qui est fantastique. Et comme je te le disais que j'aimais les rencontres, et ben voilà. D'accord. Et là, t'en es à combien d'épisodes? Je sais pas. Je t'avoue que
C'est pas 800 ? Non, je crois qu'il y en a 300 en ligne, plus de 300 en ligne. Mais tu sais, moi, je suis un peu le roi du best-of. Ah oui, bon, t'es pas le seul. Hein. Voilà. Alors, j'écoute pas mal de podcasts, t'es vraiment pas le seul à faire des rediffs de best-of. Enfin, des best-of et donc des rediffs. Quelle a été la meilleure surprise que t'aies eue dans ce podcast ? Fred Fougerat. Ouais. Je pensais que c'était un type très difficile à toucher. Et c'est tout l'inverse. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Je sais pas si tu le connais. Bah, pas personnellement, mais bien sûr que je connais la personnalité. Et évidemment, c'est un homme absolument charmant. Il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment un mec en or. C'est pas du tout quelqu'un qui a la grosse tête. C'est quelqu'un d'extrêmement humble. Et Dieu sait s'il a réussi, le bougre. Oui. Donc ça, c'est la première très très bonne surprise avec un inconnu. Dans un autre style, et alors je vais peut-être être un peu moins dithyrambique, mais tu vois, des gens comme Jacques Séguéla Oui. ou Richard Gottener que j'ai fait, c'est assez intéressant de voir que finalement c'était des gens absolument charmants, des messieurs charmants. J'ai eu l'impression de revivre ma période quand je travaillais en maison de disques avec du showbiz. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont très sympas pendant 1 heure et à 1h01, ils t'ont oublié. D'accord. Et par contre, que ce soit très clair, je ne tire pas du tout à boulet rouge sur eux. C'était super de rencontrer Jacques Séguéla. Je lui souhaite une très longue vie. De rencontrer Richard Gottener aussi. Gottener, il doit avoir 75-76 ans. Et Jacques Séguéla a 3 fois 30 ans. Mais voilà, j'aime les vraies rencontres. Et Jacques Séguéla et Richard Gottener, c'était pas des vraies rencontres, tout simplement. Puis après, j'ai rencontré des gens formidables comme toi, et je te remercie au passage. Non, mais c'est tout à fait sincère. Merci déjà de t'être proposé il y a fort longtemps, sachez-le, chères auditrices et auditeurs, parce que ça date de quand on a fait ton épisode en décembre, en novembre 2024. Oui, c'est ça, on a dû se rencontrer il y a 1 an. En fait, on s'est rencontrés il y a 1 an. Oui, parce que ça, on l'a peut-être pas rappelé au début de cet épisode, mais en fait, on s'est rencontrés à une soirée de l'Association nationale des communicants. On a parlé, d'abord j'ai vu ton badge où il y avait écrit le nom de ton entreprise. Et là, je t'ai dit que j'avais écouté ton podcast pendant tout l'été en jardinant. Et puis après, on a parlé musique toute la soirée. Et puis au bout d'un moment, tu m'as dit qu'il faudrait que je vienne faire un épisode. J'étais plutôt résistante au début. Et puis en fait, tu m'as convaincue en me disant qu'on parlerait musique. Et ça n'a pas été exactement le cas. Ah, tu exagères un petit peu, on a parlé musique. Oui, mais pas que. Pas que, mais non, mais parce que c'était quand même le décodeur de la com. Mais c'est d'ailleurs un épisode qui a extrêmement bien marché. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, j'ai encore eu des compliments aujourd'hui. Donc, non, mais merci à toi. Parce qu'il y a quand même un truc qui me marque chez toi, c'est que tu as une vraie capacité à valoriser les gens, mais vraiment. Alors, tu pourrais te dire, c'est juste pour bien faire marcher le podcast, et voilà. Mais je sais que tu n'es pas du genre faux cul. Non, je suis pas flagorneur. Non, voilà, et on va le dire comme ça. Et c'est même mieux comme ça. Et en particulier les femmes. J'ai remarqué que tu étais un peu le meilleur ami des femmes. Enfin, je vois que tu as une vraie intention de les mettre en lumière plus qu'elles ne le sont d'habitude. Alors, si je puis me permettre de répondre vis-à-vis de ça, tu as raison. Enfin, en tout cas, tu as raison. J'espère que tu as raison. Moi, j'ai été élevé par ma mère et par ma tante. Ouais. Donc, tu es élevé par 2 femmes antillaises qui se font traiter de négresses. Toi, tu te fais traiter de bougnoule quand tu vis le Toulouse des années 80 au collège Fermat. Tu as évidemment pas la même... schéma familial que tout le monde, avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Moi, je suis fils unique et élevé par ma mère, ma tante. Sincèrement, j'ai vu ma mère les 10 premières années de sa vie passer son temps sur le canapé. Elle a trouvé un vrai boulot à 32 ans. Et ma mère a eu ensuite une très très belle carrière. Elle a travaillé d'abord en tant que secrétaire dans le déménagement pendant 6 ans chez Bailly. Et ensuite, elle a son ancien amour de jeunesse la rappelle en lui disant « Michel, va vivre à Paris, j'ouvre notre maison de disques. J'ouvre le siège de notre maison de disques aux Antilles, qui s'appelait Hibiscus Records, qui n'existe plus. Et toi, tu vas tenir le siège parisien. » Et puis, elle a fini par manager une dizaine de personnes, parce que c'est la directrice d'Hibiscus Paris. C'était à Strasbourg-Saint-Denis. Et très sincèrement, j'ai vu ma mère, qui était une femme pas dépressive, mais pas loin, se bouger le cul. Et je me suis toujours dit, je ne fais pas un métier de nana, comme la communication par hasard. J'aime cet environnement-là. Et il est absolument hors de question, moi qui suis en plus papa d'une gamine qui a bientôt 14 ans, je ne voudrais pas que quelqu'un ou qu'un monsieur plus âgé ou même un jeune lui dise de se taire parce que c'est une gonzesse. J'ai vu ça dans des réunions, j'ai déjà fait des réflexions à cet effet et je ne les supporte absolument pas. Et donc mettre en avant les femmes, la com est un métier très féminin, mais en général, ce sont plutôt les hommes qui ont des très hauts postes de DIRCOM ultra bien payés dans les très grandes entreprises. Même si y a plein de gens qui vont me dire « mais non, regarde chez Orange, etc. etc. » C'est vrai. Néanmoins, je pense que la place des femmes dans l'entreprise, dans la société, elle n'est pas aussi cool que la nôtre. Je te donne un exemple très concret. Ma femme a un cancer du sein, on est en train d'en sortir au bout de 3 ans.
Je monte un podcast il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Battant, le podcast de tous les aidants. Et je m'aperçois que les aidants sont des aidantes à 60%, si ce n'est 70, 75. Et je m'aperçois qu'encore une fois, comme dans les métiers de la com, être une femme, c'est moins cool qu'être un mec. Donc il est hors de question que jusqu'à mon dernier jour, je ne supporte pas, au sens supporter et que je sois un supporter, de la cause des femmes. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis un féministe, un néo-féministe. J'avais une mère et une tante très féministes, et puis la sœur du compagnon de ma tante a été l'avocate du MLF, Monique Antoine. Elle est décédée, donc je sais ce que c'est que le féminisme à l'ancienne. Mais il est hors de question que les réflexions débiles, que ferme-la parce que t'es une gonzesse, ça passe pas avec moi. Et je l'assume totalement, et j'hésite pas du tout à sortir la boîte à claques dans ces cas-là. Merci pour cette réponse. Ça m'en amène une autre qui tient plus à ta personnalité. Mais là, on en voit un bout, c'est-à-dire que ce que je sais de toi, ce que je vois de toi, c'est quelqu'un qui a des convictions assez fortes, un tempérament assez fort aussi. Tu dis des choses que d'autres ne disent pas, avec des mots que d'autres n'osent pas utiliser. Tu es assez affirmé. Et pour autant, moi, j'ai la conviction que des gens, parfois, qui semblent prendre la place par les forts et par les hauts, sont pas forcément les personnes les plus sûres d'elles. Quelle est la part de doute chez toi, dans ta personnalité ? Alors moi, j'ai la chance d'être ambivalent de ce côté-là. Je sais très bien ce que je veux, depuis toujours. J'ai compris que j'avais aucune envie d'être pauvre. Je ne suis pas riche, soyons très clairs. Mais j'ai pas envie d'être pauvre. J'ai pas envie de revivre ou de faire revivre ma fille ce que j'ai vécu quand j'étais gamin à Toulouse. Ça, c'est le premier point. Donc, de ce fait, moi, j'ai fait des études de commerce, des hautes études. Et je vais te la faire très courte pour qu'on m'appelle monsieur et qu'on me traite plus de nègre ou de bougnoul. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, de ce fait, l'ambition, elle était là. C'était ultra clair. De l'autre côté, je doute sur certaines choses. Sur le boulot, j'ai des très gros doutes, par exemple. D'accord, je pense que notre métier est en train de mourir. Notre métier intellectuel est en train de mourir et devient un métier soit de geek, soit de crétin qui travaille avec ses mains uniquement sur des outils. Donc, la cervelle, je trouve qu'elle est en train de disparaître. Mais je suis intimement convaincu qu'il faut douter. Et puis, j'ai d'autres endroits où, justement, je peux me permettre de douter entre équerre et compas. Et tu parlais un peu là du métier de communicant. Je t'ai souvent entendu dire que ça nécessitait du courage. Est-ce que tu peux développer ça ? C'est extrêmement simple. Je suis toujours agacé quand, par exemple, un de mes potes, Stéphane Peyry, que j'ai rencontré chez Media System, donc cette agence publicitaire dont je parlais en début. Il me dit, tu sais Laurent, à 100 000 € par an, quand on est dire comme on ferme sa gueule. Ben non. Quand t'es aussi bien payé, tu fermes pas ta gueule. Tu viens pas pour dire bonjour. Tu viens pas pour faire la secrétaire ou faire des événements hyper sympas avec des jolies hôtesses. Quand on est dirigeant, et je considère que le DIRCOM ou la DIRCOM est un ou une dirigeante, on prend des décisions. Prendre des décisions, c'est courageux. Par moment, il faut savoir se débarrasser d'un collaborateur. Il faut savoir couper un budget. Il faut savoir dire des choses que les autres n'ont pas nécessairement envie d'entendre. Et c'est ça que j'aime chez les gens. J'aime les gens courageux. J'aime les gens qui n'ont pas peur d'affronter parfois un shitstorm. C'est pas la peine de se battre sur tout le temps. Ça n'a aucun intérêt, sinon tu meurs. Tu t'épuises. Mais c'est ça. Et c'est aussi bête que ça. À un moment, il faut arrêter, comme tu vois, l'actualité nous le dit, et Sébastien Lecornu, notre Premier ministre pour je ne sais combien de temps, on enregistre fin septembre. Donc il est encore Premier ministre, ce monsieur, qui est plutôt un homme brillant, semblerait-il, jeune, 39 ans, il a le vieux réflexe de couper la com. Oui, mais j'avais une question là-dessus, mais vas-y. Et ben voilà. Et je me dis, mais non, les associations de professionnels de la communication, je n'en citerai aucune, qu'elles soient corporate ou non corporate. Qu'est-ce qu'elles font comme job ? Notre job, il est toujours pas reconnu. Il est reconnu comme un truc d'événementiel, comme un truc de waouh, les faits sur l'affiche ou sur la vidéo. Mais notre cerveau, je te disais que j'avais peur qu'on devienne un métier de main. Mais notre cerveau, il est quand même fondamental. Parce qu'une entreprise qui communique pas ou qui communique mal, elle meurt. Et c'est là qu'il faut avoir le courage de taper du poing sur la table dans ce genre de cas. Où sont les lobbyistes ? On a plein de lobbyistes, on a plein de gens qui font des affaires publiques dans notre métier. C'est un magnifique métier, les affaires publiques. On n'a jamais fait le lobbying de notre profession. Moi, j'ai été élu à la CPME, donc le MEDEF des petites et moyennes entreprises. Je te jure que aller voir Macron, aller voir les URSSAF ou aller voir l'IS, les impôts, pardon, on savait ce que c'était. Et je sais ce que c'est. Mais nous, on fait quoi ? On se retrouve entre DIRCOM dans les grandes boîtes et on se dit on pavane et on a notre franc-maçonnerie de la DIRCOMie. Ça ne me gêne absolument pas. Mais quand il faut défendre le métier, il n'y a personne. Et on vient de le voir. Alors évidemment, on n'aurait pas pu convaincre monsieur Lecornu d'arrêter de geler.
Mais c'est ça. Et ça prouve bien que notre métier, on a beau dire que c'est un centre d'investissement, mais c'est un centre de coût pour la plupart des entreprises. Oui. Et il faut, avoir le courage de le comprendre, et 2, il faut combattre ça, tout simplement. Et cette histoire de courage, mais ça fait entre autres partie de tout ça. Mais je pense que c'est une histoire de personnalité. Et le métier de communicant, tu le vois comment ? Enfin, comme il va devenir, je veux dire. Tu le vois comment dans 20 ans, par exemple ? Je te réponds déjà par rapport aux agences. Ouais. Des petits mavericks, il n'y en aura plus dans 20 ans. Pourquoi ? Les grands réseaux vont survivre, évidemment, la question ne se pose pas. Et puis, je vois chez les grands comptes, alors Maverick travaille majoritairement avec des grands comptes, parce que c'est de là que je viens, et puis que je trouve ça plus excitant, je l'avoue. Les grands comptes sont en train de monter toutes et tous des agences internes. Il y en a de très bonnes, mais j'ai discuté à l'Association nationale des communicants avec une ancienne DIRCOM d'une association qui avait son studio intégré, et je lui demande, mais combien valait la qualité de la créa ? Elle me dit 10 sur 20. Et je m'en doutais. Je pense pas que toutes les agences sont bonnes et tous les freelances sont meilleurs que ci ou ça. Mais je m'en doute bien. Et je vois aujourd'hui, en 25 ans de métier, que la qualité de la création a très fortement baissé, qu'on a peur de tout. Ce qui peut se comprendre. Regarde les réseaux sociaux, on se fait tailler très rapidement et très vite. Mais à un moment, c'est encore une histoire de courage. Qu'il y ait des choses qui soient faites en interne et produites en interne, oui. Mais il faudra, à un moment ou à un autre, sous-traiter quand on a besoin d'une idée qui sort un peu du lot. Et puis, je suis bien placé pour savoir, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas nécessairement la vista nécessaire. Donc je pense que les petites agences vont malheureusement disparaître. Par rapport au métier de communicant, plutôt chez l'annonceur, j'ai une peur bleue que le DIRCOM devienne non plus un stratège, non plus quelqu'un qui réfléchit, mais quelqu'un qui va plutôt appuyer sur des boutons, qu'il soit IA ou pas, peu importe, et qui va finalement plus faire plaisir qu'autre chose. Je m'explique. Je ne suis pas du tout convaincu par la plupart des écoles de communication. Ouais. On en avait parlé, je crois. Je trouve que le niveau est plutôt faiblard, qu'on apprend aux jeunes à utiliser Canva et à très juste titre. Néanmoins, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est réfléchir, c'est convaincre, c'est vendre. Je reviens à ce que je te disais quand les gamins ont commencé à appeler au standard de Maverick, quand je répondais. Je disais toujours, vous pensez qu'on paye plus un cerveau ou une main ? Et ils me répondaient tous une main. Je dis, mais non, c'est un cerveau qu'on paye. Et je voudrais qu'on soit beaucoup plus des cerveaux et qu'on continue à l'être. Et j'ai très peur, dans 20 ans, que ce métier soit dilué dans de la tech, soit dilué dans un peu d'événementiel sympathique. Il y en aura toujours, on aura besoin d'humains pour les faire, évidemment. Qu'on fasse quelques campagnes de plus en plus uniformisées qui sont déjà là, que tout le monde se ressemble. Et que finalement, on perde ce qui fait la différence d'une marque. En fait, elle se démarque. Et j'ai peur qu'on le perde tout ça. Parce que, par facilité, parce que, on va dire les choses clairement aussi, nullité intellectuelle. Et c'est ça qui me fait très très peur. Et j'espère me tromper, il y aura toujours des brillantissimes. Ça, il n'y a pas photo. Mais j'ai peur que ce métier, finalement, devienne le fameux service support. Et toi, tu te vois comment dans 20 ans ? Dans 20 ans, je sais que je jouerai de la batterie tous les jours. Voilà. Mais si tu n'avais pas eu de sujet d'argent, est-ce que tu aurais eu une carrière dans la musique ? Non. Non ? Non, parce que moi, je me voyais à 30 ans patron d'une grande maison de disques. D'accord. Je me suis jamais vu en tant qu'artiste. Je me voyais pas tourner dans des bars avec mon groupe. Mais alors, qu'est-ce qui t'intéressait dans la musique ? Ce qui m'intéressait, c'était de créer des succès. D'accord. Et c'était tellement pitoyable à la fin que j'en arrivais à envier le chef de produit à l'époque des To Be Free. Rappelez-vous ce boys band. Pourquoi j'enviais le chef de produit de ce pauvre groupe qui n'a aucun intérêt ? Parce qu'il vendait beaucoup. C'était que ça qui m'intéressait. Plus je faisais des années dans l'industrie du disque, plus ma passion, ça me nuisait. D'accord. Et tu parlais de créer des succès. En programmation neurolinguistique, on dit que les échecs sont des feedbacks. T'as eu des bons feedbacks, toi ? Ah bah des échecs, j'en ai connu. Bah oui, mais c'est ça que je veux que tu me racontes. Des échecs, j'en ai tellement connu. Je veux te dire, quand tu ne sais pas comment payer tes salariés. Quand tu te dis, mais quand est-ce que Sylvie de la compta va revenir ? Je te jure que ça, ces histoires d'échecs, je sais pas si c'est un feedback, je sais pas si ça fait grandir. J'en ai jamais rien eu à faire de ça. Je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est certainement pas dans l'échec, mais c'est dans le succès. Alors ça fait toujours bondir quand je dis ça, mais les échecs, quand t'es entrepreneur, sauf sur LinkedIn, t'en parles pas, tellement t'as honte. Mais justement, tu crois pas qu'il faudrait un peu en parler ? Mais non, on s'en fout, Emma. Je suis pas sûre, moi je pense qu'on peut vraiment en apprendre. Alors je pense qu'on peut en apprendre, mais moi en tout cas, j'ai appris évidemment, alors tu te doutes bien que quand je te parle de problèmes de trésorerie, j'ai appris de ce côté-là. Mais c'est assez basique finalement, l'argent, il y en a ou il y en a pas. C'est aussi con que ça. Donc c'est facile l'argent, entre guillemets.
Il y a plein de gens qui sont en galère en France. J'ai connu les galères chez Maverick, encore une fois, je te le dis. Mais au final, c'est assez simple. S'il n'y a pas assez de clients, si ça paye pas assez vite, eh ben, tu fais en sorte d'en trouver des clients et de l'argent. Ok. Mais les échecs, non, en fait, je vois pas l'intérêt de parler de ces échecs. Tu sais, tu les gardes pour toi. Et puis après, c'est peut-être aussi une histoire de personnalité. Non, mais en fait, tu disais que les gens ont honte, mais est-ce qu'on devrait vraiment avoir honte de nos échecs? Et est-ce qu'en parler, ça aiderait pas à ne pas en avoir honte si on se rend compte qu'on n'est pas le seul? Alors déjà, tu sais que t'es pas le seul parce que tu entends, à partir du moment où tu deviens chef d'entreprise, tu te désociabilises énormément. Tu ne finis que par fréquenter que d'autres chefs d'entreprise. D'accord. Parce qu'au moins, ils comprennent. Alors tu en discutes. Alors j'en ai discuté à la CPM. Et puis, tu t'aperçois que tout le monde vit à peu près la même chose. Et puis tu veux pas en parler parce qu'à un moment, t'as déjà vidé ton sac. Et puis moi, une fois que j'ai vidé mon sac, j'ai pas besoin d'en reparler 50 fois. Quoique, Isa, ma compagne, me dit que je parle trop de mon boulot. C'est étonnant. De ce côté, je suis très masculin, hélas. Mais sincèrement, oui, c'est bien d'en parler. Si ça fait plaisir à certains, si ça permet de passer au-dessus du problème, ok. Mais en France, on n'aime pas les chefs d'entreprise, surtout les petits. Alors, le peuple, les Français, les adorent parce qu'ils savent. Mais regarde, quand tu es fiché Banque de France, t'es dans une mouise noire. Quand tu déposes le bilan en France, même s'il y a une loi soi-disant qui est passée, les banques, après, vont avoir du mal à te prêter. Donc, on ne nous aime pas. Tu sais bien qu'on est dans un pays qui est plutôt d'obédience catholique, pas très protestant, où l'argent n'est pas un tabou. Chez nous, c'est encore un tabou. Donc, c'est ça, pour moi, le plus gros échec, c'est ça. Après, des échecs dans la vie perso, j'en ai eu, mais je t'avoue que je les oublie et j'ai cette très grande chance de très vite passer à autre chose. D'accord. La fameuse résilience du chef d'entreprise. Oh oui, c'est beau. Ah oui, merci Boris. Juste pour revenir au podcast, parce qu'on a commencé à en parler puis on est passé sur autre chose. Qui aurais-tu rêvé d'avoir au micro? Personne vivante ou morte, d'ailleurs. Marcel Bleusten-Blanchet. Marcel Bleusten-Blanchet, c'est le fondateur de Publicis. Ah. Alors, au passage, il est né en 1906. D'accord. Donc, Publi comme publicité et 6 comme l'année de sa naissance. D'accord. Il a formé Publicis en 1926. Et il prend le nom de Blanchet, pseudonyme de Blanchet, parce qu'il est résistant. Je te parlais de courage. Oui, d'accord, ok. Donc, j'aurais adoré avoir cet homme, adoré avoir David Ogilvy, We Make Copy or Else, qui est aussi un grand, mais plutôt anglish. Oui. Et puis, sinon, dans les vivants, je suis ouvert à toutes les rencontres. J'ai déjà rencontré Mercedes Hérin, Jacques Séguéla, Emma Brard, toi en l'occurrence. Frédéric... Merci de me mettre au même niveau que ces personnes-là. Mais je le pense sincèrement et très sérieusement. Frédéric Fougera, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai pas rencontré un seul connard. Et ça, c'est fantastique. T'as jamais enregistré un épisode que t'as pas diffusé parce que c'était foireux? Si, tu as raison. Une fois, dans un truc de la communication publique, la fille était tellement insupportable que j'ai laissé tomber, mais c'est la seule sur, je crois qu'il y a plus de 300 épisodes en ligne, incluant les best-of. Oui. C'est la seule que j'ai jamais diffusée. Merci, au revoir, bonne soirée. Et je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et elle avait pas du tout l'état d'esprit. Donc voilà. Mais j'ai pas rencontré de gens insupportables. Vraiment pas. J'ai eu toujours de la chance. Et je pense que c'est plus de la chance au bout d'un certain temps. Est-ce qu'il y a un de tes invités qui t'a reprogrammé, qui a reprogrammé ta vision de la communication ou autre chose? Non. Non. T'es indéboulonnable? Alors, pas que je sois indéboulonnable parce que ça veut dire que je change jamais d'avis et que je suis con comme un balai. C'est juste que ce métier, je le vois avec beaucoup de recul. Que je le vois finalement plus au travers des gens que de techniques. Les techniques, elles sont là. J'adore, je ne fais pas de RP par exemple, je ne fais plus d'événementiel. Et je n'ai jamais fait de com de crise de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec un mec comme Jean-François Granat, avec lequel je travaille depuis 20 ans, qui est un super directeur marketing et communication dans l'industrie B2B. Ça, c'est toujours un plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça. Mais je me suis aperçu que les clients avec lesquels je travaille depuis longtemps, donc Jean-François ou Stéphane, qui est une dame, j'ai toujours travaillé avec des gens que je trouvais très créatifs et très stratèges. Et qui étaient capables de donner un bon brief. Et en fait, c'est ça que j'aime. Et puis après, j'aime les personnalités. Voilà, c'est la fin de cette première partie où je parle de moi de manière exceptionnelle pour les 5 ans du décodeur. Bientôt, une seconde partie.